Vérifier que les contours sont bien réguliers, pas facile à voir, mais en tout cas vérifier que la différenciation des reins est bien respectée. Alors il y a des diagnostics qui sont faciles à évoquer. Lorsque vous n'avez pas de vessie visible, deux diagnostics en rapport avec des uropathies. Soit vous avez une agénésie rénale bilatérale. Agénésie rénale bilatérale, vous vous mettez sur une coupe coronale. Donc déjà sur cette coupe-là, vous ne verrez jamais ces deux structures de reins. Vous allez avoir cet espace qui peut ressembler à des reins, qui va se mettre ici, d'accord. Et l'élément qui va nous aider, ça va être de tourner la sonde de 90 degrés et de voir une coupe coronale et de voir la verticalisation des surrénales ici et ici, d'accord. Et cette verticalisation des surrénales, elle montre qu'il n'y a rien dans la loge rénale, d'accord. Donc lorsque vous avez donc ça peut exister lorsque vous avez une agénésie rénale unilatérale. D'accord, il n'y a pas de rein dans cette loge, mais vous allez avoir ça. Lorsque le rein est présent, la loge surrénale va chapeauter le pôle supérieur du rein. Et donc du coup, cet aspect qui est verticalisé, normalement, il est horizontalisé. Donc ça, c'est pour documenter une agénésie rénale. Bien entendu, on fait en dynamique. Vous voyez, c'est pas facile. Hein, ça pourrait ressembler à du rein, mais ça n'en est pas. Donc, agénésie rénale bilatérale, c'est vessie non vue et liquide amniotique inexistant. Donc, à 17 semaines, vous êtes sur un anamnios. La prise en charge, c'est vous vérifiez qu'il n'y ait pas de rupture des membranes passée de façon inaperçue. S'il n'y a pas de rupture des membranes, forcément, c'est une agénésie rénale bilatérale. L'autre diagnostic que vous pouvez faire, là, il y a une quantité de liquide, le rein est non vu, c'est l'extrophie vésicale. L'extrophie vésicale, c'est quoi? C'est une non-fermeture du pôle abdominal sur la partie inférieure du pôle abdominal, donc en rapport avec la vessie. Et donc du coup, vous avez une vessie qui n'a jamais été visualisée. Et lorsque vous faites un Doppler, souvent on a un aspect qui est quand même assez parallèle des deux artères ombilicales. Normalement, elles sont bien plus divergentes puisqu'elles viennent contourner la vessie. Et on a un aspect assez parallèle. Et on a une difficulté à déterminer le sexe du bébé. D'accord ? Donc souvent, lorsque vous avez un doute en disant tiens, je ne sais pas trop ce que c'est, vérifiez bien entendu la vessie pour être sûr que ce n'est pas une extrophie. Au premier trimestre, qu'est-ce que ça donne comme signe? Au premier trimestre, ça donne une distance entre le tubercule génital et l'insertion du cordon qui est petite. Donc quand vous regardez votre coupe sagittale, ayez de documenter le tubercule génital, pas pour vérifier que ce soit un garçon ou une fille, ça c'est trop compliqué, mais vérifier la distance entre le tubercule et l'insertion du cordon, parce que ça peut être un marqueur d'extrophie si la vessie n'est pas visible. C'est plus facile de voir une extrophie vésicale au premier trimestre et d'en faire le diagnostic au premier trimestre qu'à un terme avancé. 15 minutes. Ok. Alors, on va faire l'autre urgence relative, mais qui nécessite une naissance dans un niveau spécialisé, c'est la valve de l'urètre postérieure. Valve de l'urètre postérieure, c'est un obstacle en aval de la vessie, d'accord? Ça touche les garçons et ça va être responsable d'une dilatation majeure de la vessie qui peut être en rapport, qui peut expliquer après une urétérohydronéphrose, une dilatation rénale et un mauvais pronostic rénal. Avant d'évoquer le pronostic rénal, envoyez-la bien entendu chez le spécialiste. Mais parfois, les reins sont de bonne qualité et dans tous les cas, ces bébés doivent naître dans un milieu spécialisé parce qu'il peut y avoir des prises en charge adaptées avec des cathétérismes pubiens. Ouais. Oui, bien sûr. On peut parfois, lorsque vous avez... alors, c'est pas par rapport à la valve. Mais il y a des cas aussi où il peut y avoir des fistules urétéro-digestives rectales. Oui, mais après, quand vous regardez le contenu du tube digestif, vous voyez un aspect un petit peu écogène, inhabituel. Exactement. Là aussi, enfin, dernière chose, mais qui est de mauvais pronostic, c'est savoir détailler des reins qui sont de mauvais pronostic. Ce sont deux reins hyperécogènes, mais ça c'est en rapport avec les polykystoses et les maladies récessives rares. Ok, donc par rapport au diagnostic les diagnostics de mauvais pronostic, c'est la génésie bilatérale rénale, l'extrophie vésicale, la polykystose de type infantile avec deux gros reins différenciés, avec et puis naissance dans un milieu spécialisé. Donc ça c'est la valve de l'urètre postérieure.
Alors, le cœur fœtal, j'espère que vous êtes encore bien réveillés. On va faire très peu de pathologie. Ce qui nous intéresse, c'est la position du cœur. La position du cœur, c'est en rapport avec le situs abdominal. Bien nous montrer l'équilibre des 4 cavités cardiaques et bien identifier les 4 cavités, l'aspect et la position des gros vaisseaux et le situs intra-abdominal. Donc 3 coupes à montrer de façon systématique. Dans votre examen, vous commencez par le bas, c'est-à-dire que vous faites le périmètre abdominal et quand vous remontez, vous allez tomber assez facilement sur la coupe des 4 cavités. Et quand vous allez remonter d'un cran, vous allez voir le départ de l'aorte. D'accord ? Et ce que vous analysez ici, c'est la continuité septo-aortique. Vérifiez que cette portion-là est bien posée par rapport au septum. D'accord ? Donc en gros, on veut éliminer une tétralogie de Fallot, une pathologie colon-troncale. Et lorsque vous allez remonter, vous allez d'abord voir la bifurcation du tronc de l'artère pulmonaire et identifier que ce vaisseau correspond bien au tronc de l'artère pulmonaire parce qu'il bifurque. Et dans ce cas-là, vous pouvez identifier facilement votre tronc de l'artère pulmonaire sur la coupe des 3 vaisseaux de la trachée, l'aorte, la veine cave supérieure droite et la trachée. Donc la coupe des 4 cavités, on veut voir le retour veineux pulmonaire, l'équilibre entre les cavités droites et les cavités gauches. On voit ici un espace ouvert qui est le foramen ovale. Et on veut voir l'aspect cloisonné complet du septum. La coupe des 3 vaisseaux, on peut mettre du Doppler parce que c'est important pour vérifier que le flux est similaire et va dans le même sens. Tronc d'artère pulmonaire, aorte, veine cave supérieure et la trachée. Donc la coupe des 4 cavités, c'est ça en dynamique. D'accord ? Donc là, c'est très zoomé. C'est un 3D, c'est pour augmenter le rendu. On s'en fiche, ça n'apporte pas grand-chose. Mais ce qu'on veut voir, c'est regarder par rapport au retour veineux pulmonaire, la distance entre l'oreillette gauche et l'aorte descendante. Cette distance, elle est très faible. Lorsque vous avez un retour veineux anormal pulmonaire, vous avez une distance qui est qui est plus augmentée, parce que le tube collecteur ici ne s'insère pas sur l'oreillette gauche. Donc gardez un œil par rapport à ça. Souvent, lorsqu'on fait une coupe des 4 cavités, lorsqu'on est en dépistage, tout ce qui nous intéresse, c'est de vérifier qu'il y a les 4 cavités, et puis on essaie de s'attacher à montrer que le septum est bien complet, parce qu'on sait que c'est un risque d'anomalie chromosomique. Mais gardez en tête, prenez toute l'information de la coupe des 4 cavités et vérifiez la distance entre l'aorte descendante et l'oreillette gauche. Alors l'hypoplasie du cœur gauche, ça c'est des choses qui sont diagnostiquées rarement, qu'on diagnostique justement le plus fréquemment au premier trimestre. Au deuxième trimestre, vous voyez, là c'est une coupe des 4 cavités, donc c'est un Doppler volumique. Et vous voyez ici, vous avez la valve tricuspide qui s'ouvre bien avec un bon remplissage. Et pourquoi on a un remplissage du ventricule gauche ? C'est parce que vous avez une petite CIV ici qui va remplir de façon rétrograde le ventricule gauche. D'accord ? Donc en dynamique, ça c'était un cas qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Le ventricule gauche, vous voyez, on a presque l'aspect d'un cœur normal. Pas d'un cœur normal, mais on a l'impression de voir 4 cavités. Mais au final, vous voyez là, vous avez un aspect extrêmement fibrosé du ventricule gauche. Et si je monte juste à l'aide du Doppler, on voit bien qu'il y a une atrésie mitrale, aucun flux dans la valve mitrale. Par rapport à l'hypoplasie du ventricule droit, on retrouve la même chose. On a souvent l'impression de se dire « Ah tiens, c'est un ventricule unique », puisqu'on a l'impression de voir bien les 2 oreillettes ici. Et si vous mettez du Doppler, voilà, on voit bien le seul flux, et ici, cette valve mitrale qui ne s'ouvre pas. Donc là, c'était une valve mitrale qui s'ouvrait, et la valve tricuspide qui ne s'ouvrait pas. Le canal atrioventriculaire, c'est une anomalie du septum. C'est l'absence de cloisonnement complet entre le cœur gauche et le cœur droit. C'est à haut risque de trisomie 21. Donc ça se présente de la manière suivante. Vous voyez, vous avez un espace très ouvert entre ici et la pointe, l'étage supérieur des oreillettes, d'accord ? Et vous voyez bien qu'on a l'impression qu'on a une valve unique qui s'ouvre. Vous voyez ? Pour le coup, c'est une anomalie de l'étage d'admission. L'étage d'admission, c'est la coupe des 4 cavités. Par contre, la voie d'éjection du cœur gauche, du cœur, était normale sur la coupe des 3 vaisseaux.
Donc là, ce ne sont pas forcément des urgences. Souvent, ces bébés tolèrent assez bien. En tout cas, il faut qu'il y ait une anticipation avec un avis d'un cardiopédiatre qui vous dise et qui vous rassure en disant ce bébé, il peut naître dans votre maternité et on fera le point tranquillement à distance. Après, les autres défects qu'on peut voir, ce sont des petites CIV. Là, c'est une CIV presque d'admission et d'éjection, puisqu'on est sur la coupe des 4 cavités, mais en même temps, on voit le départ de l'aorte. Donc c'est pour moi plus une CIV d'éjection que d'admission, et donc c'est des CIV à haut risque codotroncale. La transposition des gros vaisseaux, c'est une pathologie que vous devez connaître. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, je ne sais pas si vous savez comment ça se présente. En gros, une transposition des gros vaisseaux, c'est la non-concordance entre les ventricules et les artères. D'accord? Donc théoriquement, du ventricule gauche sort une aorte et du ventricule droit sort un tronc de l'artère pulmonaire. Donc là, vous voyez le ventricule gauche, on suit, et là, c'est le départ de l'aorte comme on a d'habitude. Là, c'est oreille à droite, ventricule droit, et on voit le tronc de l'artère pulmonaire qui bifurque et qui s'enroule autour de l'aorte. Lorsque vous avez une transposition des gros vaisseaux, cette coupe-là, c'est impossible de la voir. C'est impossible. Parce que justement, les rapports anatomiques ne sont pas les mêmes, et donc du coup, cet enroulement du tronc d'artère pulmonaire de l'aorte, ce n'est pas possible de l'avoir. Donc en dynamique, on va regarder ensemble. Vous voyez? Et donc, ce que je veux dire, c'est que identifier la concordance ventriculo-artérielle, ça se fait en dynamique. Ce n'est pas des coupes, ce n'est pas des images statiques. C'est à vous de prendre le temps. Vous voyez, là, vous pouvez dire, tiens, j'ai presque une coupe des 3 vaisseaux. Sauf que ce n'est pas une coupe des 3 vaisseaux normale, et que si vous identifiez le vaisseau qui sort du ventricule gauche, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous voyez ce vaisseau-là, pas celui-là. Regardez. Ventricule gauche, hop, ce vaisseau qui bifurque, c'est bien un tronc de l'artère pulmonaire. D'accord? On dit que... Pardon? Non. La crosse de l'aorte, elle arrive là. Elle va arriver comme ça. Vous voyez? Donc ça sort du ventricule gauche, et ce vaisseau qui était là, qui sort bien du ventricule droit. Voilà. Donc là, ça donne cet aspect comme ça. Le ventricule gauche qui continue par un vaisseau qui bifurque, qui est bien un tronc de l'artère pulmonaire. Donc méfiez-vous, souvent vous voyez l'aorte, elle a un trajet qui est inhabituel, parce qu'elle vient du ventricule le plus proximal. Théoriquement elle est comme ça, et là elle arrive, théoriquement elle arrive, elle fait ce chemin-là, et lui il vient comme ça. Et là vous voyez l'aorte qui est beaucoup plus antérieure que d'habitude, et c'est impossible d'avoir l'enroulement du tronc d'artère pulmonaire autour de l'aorte dans ces situations-là. Donc ça c'est la cardiopathie à connaître pour nous tous en tant que dépisteurs, parce que ne pas la dépister est grévé d'un mauvais pronostic pour les bébés, c'est des urgences néonatales. Et en France, on est parti, grâce aux 2 coupes qu'on vous demande, on est passé d'un taux de dépistage de 30 à 40% dans les années 80 à 95 à 98% maintenant. D'accord? Donc c'est à vous de bien connaître ces 2 coupes de dépistage du cœur. Dernière pathologie que vous devez connaître, c'est une coarctation de l'aorte. Parce qu'une coarctation de l'aorte, ça peut être associé à une défaillance cardiaque et multiviscérale à la naissance. Et là aussi, il faut que ce bébé naisse dans un milieu spécialisé. Donc, une coarctation de l'aorte, on l'évoque devant une asymétrie des cavités ventriculaires et une asymétrie des cavités en rapport avec des ventricules droits, donc des cavités droites beaucoup plus grosses que des cavités gauches. Donc vous voyez, là, le petit ventricule gauche, le ventricule droit. La seule chose que vous devez rechercher lorsque vous voyez cette asymétrie au niveau des coupes de 4 cavités, que vous voyez très bien en Doppler, c'est de bien dérouler l'aorte et de vérifier qu'il n'y ait pas un rétrécissement de l'aorte. Ça, c'est le tronc de l'artère pulmonaire. Et l'aorte, elle est là. Elle est toute fine, vous voyez.
Et on dit que ça fait ce signe-là du chef. Donc ça, c'est des échos de spécialistes. Hein. Donc pour vous, c'est asymétrie des cavités avec des petites cavités gauches. Il faut qu'il y ait un spécialiste pour éliminer une coarctation de l'aorte. La tétralogie phallo, je vous l'ai très peu documenté, c'est à haut risque syndromique. C'est le tronc de l'artère pulmonaire, c'est l'aorte qui est en rapport avec, qui est à cheval sur le septum. La coupe nez-bouche, dernière chose qui est demandée en tant que dépistage, il n'y a pas beaucoup d'urgence par rapport à ça. Ces bébés souvent naissent dans des lieux de naissance habituels. L'alimentation, le pédiatre vérifie que l'alimentation se passe bien et que la prise du sein se fait sans problème. C'est donc la coupe nez-bouche et on essaie de voir le petit défect en rapport avec une fente labiale. Donc c'est le bec de lièvre. Vous voyez la concordance, on peut. Et lorsque vous faites cette coupe-là du bec de lièvre et du défect de la peau, lorsque vous faites un diagnostic après, le but c'est de voir quel est le retentissement sur l'alvéole, d'accord, sur l'étage maxillaire supérieur et vérifier le palais postérieur. Voilà. Et lorsque vous avez une fente bilatérale, vous avez un profil qui est très particulier, puisque ça donne cet aspect avec un bourgeon charnu juste au niveau du philtrum, qui correspond à ce philtrum-là, qui est projeté en avant. Et donc, lorsque vous avez une fente bilatérale, forcément, vous avez un profil anormal. Donc, en conclusion, bien connaître les 9 coupes de dépistage. En cas d'anomalie de dépistage, demandez systématiquement un avis dans un centre référent. Attention aux urgences néonatales, d'accord. C'est ce que j'ai essayé de vous documenter au maximum par les vidéos et les photos. Méningocèle et spina bifida, d'accord. Non fermeture du tube neural. Ça naît dans un milieu spécialisé. La TGV, la coarctation de l'aorte. Bien entendu, le retour de pulmonaire anormal. Les célosomies inférieures et moyennes et la valve de l'urètre postérieure. Alors il faut que je continue, c'est ça? Pardon? J'ai 5 minutes. Alors, supplémentation de la femme enceinte. Alors, on va faire assez simple et on va faire avec les guidelines. Quelques rapports. On ne peut pas parler de supplémentation sans avoir évoqué un régime, le régime de base que la patiente doit avoir lorsqu'elle est enceinte. Quel est le gain optimal que la patiente doit avoir? Il n'y a pas de gain optimal, ça tout le monde est d'accord, mais que cet objectif de prise de poids, il dépend de 2 choses. Et ces bébés qui naissent dans un contexte de surpoids de la grossesse, avec une prise inconsidérée de la patiente, sont exposés à une macrosomie fœtale, ça on le sait. Et ces bébés qui sont nés macrosomes sont exposés après à une surcharge pondérale chez l'enfant avec des maladies chroniques qui sont un peu plus à risque. Les objectifs, c'est des objectifs qu'on connaît, qui sont en rapport avec des objectifs décrits par le Programme national de santé, de nutrition et de la santé. Donc lorsque la patiente a un BMI qui est inférieur à 20 kg par mètre carré, on parle d'un objectif de 12,5 à 18 kg. Lorsque le BMI augmente, on est sur des objectifs de poids qui sont moins importants. Et en tout cas, clairement, pour la patiente qui a un surpoids, l'objectif n'est pas le même et on s'attend à ce qu'elle prenne moins de poids. Alors, les apports énergétiques, qu'est-ce qu'on recommande? On recommande en tous les cas d'avoir un régime normal, varié, équilibré. Varié, équilibré, ce régime